Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons vous proposer une émission littéraire. L'émission littéraire porte sur un livre qui est paru il y a quelques années, mais qui est toujours plus que jamais d'actualité, non seulement au Cameroun, mais aussi en Europe et même dans le monde entier, car où est-ce qu'on ne trouverait pas un Bamileke établi, où est-ce qu'on ne trouverait pas un Juif établi? Les deux ont des destins communs et nous allons essayer de comprendre comment, avec l'auteur de ce livre, voici pourquoi nous sommes à terre. Et cet auteur, c'est Dr Maurice Nguépé. Bonjour Maurice. Bonjour Jackie. Comment ça va? Ça va très bien. Hein? Bon, afin qu'on ne me le reproche pas, je serre souvent les mains des invités et quand il arrive d'oublier, on me le rappelle. Donc, je vais serrer la vôtre. Merci. Voilà, c'est une bonne poignée de main. Hein? Oui, c'est ça. On sent que ça fait du travail quelque part. Ben, voilà. Super Maurice. Dites aux téléspectateurs, si vous voulez bien, comment est-ce que vous et moi, on se connaît? Voilà, alors c'était lors de mon séjour en Allemagne, mon séjour d'études, lorsque j'ai rédigé ma thèse de doctorat. Et voilà, je faisais la recherche en anthropologie. Et on s'est lié comme ça d'amitié à la suite d'une rencontre dans un groupe, dans un forum. Ah ben vous avez oublié, moi je vais vous rappeler. Ouais. Il se trouve que vous aviez lu ma thèse sur Internet intitulée « Les Bamileke, un peuple redescendu d'Israël ». Exact. Et vous étiez entré en contact avec un ami commun que nous avons, Brice Nietzsche, qui vit à Londres. Oui. Et Brice, vous avez remis mon email. Exact. Et je tiens ici, chers téléspectateurs, à vous dire que ce monsieur est d'une humilité que j'ai rarement vue chez les gens. Vous avez pris la peine de m'écrire un email me demandant autorisation de vous appuyer sur mes recherches afin d'écrire ce roman. Oui. Et j'avais trouvé cela, je n'en revenais même pas, car j'en connais plein qui prennent ce qu'ils veulent prendre chez moi sans même payer, demander aux chaînes de télévision camerounaises combien ils piquent mes émissions et diffusent sans même payer mes droits ou me contacter. Et vous avez eu l'humilité de demander mon autorisation. J'avais trouvé cela grand. Merci. Voilà, je tiens à le dire ici. Merci beaucoup à vous. Et j'espère que vos enfants copieront cela de vous. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Voilà. Merci également. Je vous en prie. Donc, ce livre, la 4e page me parle. Je vous allez me permettre de lire et vous allez commenter au fur et à mesure la 4e page, car, chers téléspectateurs, je n'ai pas tout lu, mais je sais à peu près ce qu'il y a là-dedans, étant donné qu'on en avait parlé il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Il y a cela 12 ans. Oui. Bien. En 2007. En 2007, en effet. En effet. Donc, voici pourquoi nous sommes à terre. 1960, Natima. Est-ce que je prononce bien? Exact, Natima. Natima, Camerounais d'origine, rentre d'Amérique où il a servi comme esclave. Les membres de la société de la palabre l'initient et il s'intéresse à la philosophie Bamileke. Il rencontre, vous allez m'aider à prononcer ce nom pour que je ne l'écorche pas. Mongwecho. Mongwecho. Ça va faire plaisir à quelqu'un qui appelle les Bamileke, les Tchongo, je ne sais pas quoi, mais bon, je ne vais pas le saluer. Il rencontre Mongwecho, une diplomate française d'origine juive, dont il tombe amoureux. Mais avec les guerres d'indépendance, les Bamileke connaissent le génocide. Mongwecho cache son amant dans sa résidence où tous deux remonte l'histoire pour découvrir que, redoutant les persécutions du pharaon, une famille juive avait émigré vers le sud pour s'établir sur les hauts plateaux de l'ouest du Cameroun avant d'y porter le nom les Bamileke. La découverte de leur juiveté commune les amène à comprendre que le génocide Bamileke était le prolongement de l'Holocauste. Je vais m'arrêter là. Pour vous, Maurice Nguépé, d'accord, c'est un roman, mais ça s'appuie sur des faits réels. Exact. Il y a bien eu un génocide Bamileke. Il y a bien eu un génocide Bamileke et on attend aujourd'hui qu'il soit reconnu. C'est pas d'accord. Et il y a bien eu l'Holocauste, ça ne se discute plus. Ça ne se discute plus. Celui-là, au moins, ça a été reconnu. Même si votre frère, notre frère Jean de Dieu Momo tente à le nier. Ben, je ne pense pas qu'il le nie en réalité, il le sait au fond de lui. Je pense plutôt qu'il veut servir une cause dont lui-même ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, parce que c'est une cause perdue. Comme quoi il ne suffit pas d'aller à l'école, Jean de Dieu Momo pour être très intelligent. Hein. Ben bon, nier l'Holocauste ou bien essayer de jouer avec les souffrances des gens, quelle catastrophe. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce roman, Maurice Nguépé?
C'est en fait cette ressemblance entre les deux civilisations juive et bamileke. Et puis, quand j'étais tout petit, on entendait dire, déjà à l'époque, vers les années 70-80, que les bamileke étaient les juifs du Cameroun. Alors, dès l'enfance, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'on le dit. Et puis, j'ai observé également les traditions bamileke, et puis je faisais des comparaisons avec ce qui existait dans la Bible. Parce que la Bible est quand même d'origine entre guillemets juive. Alors, ce qui m'avait frappé depuis mon enfance, c'est que la poule est considérée à l'ouest du Cameroun comme étant l'ange gardien. On l'appelle par exemple en Yamba Ngapmbo, c'est-à-dire la poule de ton destin, de ton créateur, ton ange gardien. Et donc, tout jeune, je me posais déjà cette question. Pourquoi la poule est-il si symbolique dans cette culture? Et puis je faisais la comparaison et je me rendais compte que dans la Bible également, il y avait les anges. Les anges ont toujours des ailes. Alors je disais, voilà donc un premier élément de similitude entre les deux civilisations. Donc, le Ngambo représente ce qui dans la Bible est ange, est l'ange. Et donc, plus tard, je vais remarquer, et cela a été également fait par toi-même dans ta recherche, dans ta thèse, tu as dû constater que même les Juifs également prennent la poule et en font, n'est-ce pas, des rituels. Des rituels comme à l'ouest du Cameroun. Exactement. On tourne sur la tête, on tourne, après on coupe le cou, le sang doit couler sur le sol. Voilà, et à l'ouest, c'est même spécial parce que on pose la poule, après le rituel, on pose la poule sur la tête, et l'enfant ou bien le jeune qui reçoit cette bénédiction est tenu de rester et d'attendre que la poule saute. Alors, si la poule fait un jour sur la tête, tu vas rester là. Attendre. Aucune poule n'a jamais fait une journée sur la tête, assurément. On pourrait assimiler cela à une maltraitance de l'enfance. Vu tout ce dont on accuse les bamileke au Cameroun aujourd'hui, on pourrait prendre ça comme chef d'accusation aussi. Voilà, donc il y avait tout ça. Et puis, il y avait également les similitudes au niveau de l'architecture. Pourquoi les maisons à l'ouest Cameroun avaient toujours des toits coniques? Il fallait remonter pour retrouver ces cônes-là au niveau des pyramides. Et donc, à partir de là, comprendre qu'il y a eu une évolution dans le temps du nord vers le sud. Donc, il y avait tellement d'éléments qui, n'est-ce pas, ont poussé à faire la réflexion profonde là-dessus. En effet, chers téléspectateurs, vous voyez ici quelques images des toits dans les traditions bamileke. Oui, les toits sont coniques, comme si c'était des pyramides. Exact. Cela signifie que le peuple bamileke a un jour soit traversé l'Égypte, soit séjourné dans le coin. Exact. D'autant plus que même l'organisation politique en région bamileke n'est pas très loin de l'organisation pharaonique. Nous avons un chef qui a des notables, les 7 notables, les 9 notables, et donc ce sont 2 assemblées. Et si vous regardez un peu comment l'Ouest est constitué, les notables ont leur résidence à des points stratégiques de chaque village ou de chaque royaume. Donc tout cela ressemble vraiment à l'organisation de l'Égypte ancienne. Oui. Sur le plan religieux, c'est exactement la même chose. On a plusieurs dieux. Et puis, on a également les devins qui ont une fonction sociale vers lesquels on va lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un problème dans le royaume. Voilà. Donc, le culte des ancêtres, tout cela étaient des éléments dont l'origine remontait à très loin, tant sur le plan temporel que spatial. Dans ce livre, voici pourquoi nous sommes athées, qu'on peut retrouver en commandant sur Amazon. Exact. On peut le trouver sur Amazon. Sur Amazon. Est-ce que vous avez pu découvrir, par exemple, qu'il y a des similitudes entre certains noms d'Israël et les noms au Cameroun, notamment chez les Baganté qui sont un groupe bamileke. Le dernier enfant est appelé Benjamin et en hébreu c'est Benjamin. Voilà. Et même si les similitudes ne sont pas exactes à cause du temps, du temps qui s'est écoulé depuis les migrations, parce qu'il faut aussi remarquer que à cause de cette distance temporelle, il peut y avoir eu des changements au niveau des noms. Mais l'idée reste que le dernier enfant chez les bamileke a un nom spécial. Oui, tout à fait. Le premier a un nom spécial. L'enfant qui vient juste après les jumeaux a également un nom spécial. Oui. Donc, le fondement est là. Celui qui naît avec les pieds, a un nom spécial. Donc, le fondement de la culture est le même à ce niveau. Est le même. Oui. Pour vous, donc, Maurice Guépé,
Beaucoup disent que les Bamileke redescendent d'Égypte. Certains disent non, ils ont vécu en Israël. Moi, ma thèse, vous savez dans quelle période est-ce circonscrit. Et vous savez ce que j'en dis, mais c'est vous aujourd'hui qui êtes sur le gris, c'est vous qu'on cuisine. Donc on va garder ce que moi je pense. Pour vous, est-ce que les Bamileke ont vécu en Égypte ou en Israël? Pour moi, ils ont vécu en Égypte. En Égypte, oui. Pas en Israël. À l'époque de la traversée de la Méditerranée. Donc, à cette époque-là, c'était l'époque où il fallait vraiment fuir les persécutions du pharaon. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Et c'est à ce moment-là que les Bamileke ont émigré vers le sud, pendant que les autres émigraient vers l'est en direction de l'Israël. Donc pour moi, Juifs et Bamileke sont cousins. Ah, son cousin. Bien sûr. Mais les uns sont brûlés par le soleil, les autres sont blanchis, je ne sais pas par quoi, car voilà, il fait autant chaud. Par le climat. Quel climat il fait autant chaud en Israël qu'en Afrique? Disons que il y a eu des migrations vers l'Europe, la peau a dû changer, et par la suite, ils sont retournés à la terre promise. Mais attention, hein, vous qui vivez au Canada où il fait -20 aujourd'hui, il y a la neige partout, vous avez fini par blanchir dans ce cas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pour qu'il y ait blanchiment de la peau, il faut plusieurs milliers d'années. Oui. Et actuellement, avec la politique migratoire du Canada, il n'est plus facile d'avoir un blanchiment total de la population. Parce que les Noirs immigrent chaque fois vers le Canada. Et donc ça change, n'est-ce pas? Alors donc, il faut comprendre que à une époque très éloignée qu'on appelait le Paléolithique, alors lorsque les hommes ont quitté l'Afrique pour aller vers le Moyen-Orient et par la suite vers l'Europe, la peau a dû changer parce que le climat y était propice à ce changement. C'est pour ça, par exemple, que les sources polaires sont blancs, vous le savez. Alors, maintenant, pendant le Néolithique, jusqu'au Néolithique, la peau était toujours blanche. Par conséquent, les migrations qui se sont faites par la suite vers l'Israël, ça c'était la question du retour vers la terre promise, étaient des migrations totalement blanches. À ce moment, ils ne pouvaient plus changer, parce que ça ne fait pas longtemps de cela. Ça fait juste quelques 5000 ans, donc. Quelques 5000 ans, ouais. Je veux dire, depuis la période des pharaons, jusqu'aujourd'hui, on a 5000 ans environ. Donc, ce bouquin, Voici pourquoi nous sommes à terre, vous inspirez d'une histoire qui est circonscrite avant le 7e siècle, si je comprends bien. Bon, cette histoire n'est pas circonscrite seulement avant le 7e siècle. Il y a une philosophie, la philosophie du temps. Parce que dans le livre, il y a un chapitre portant sur la philosophie Bamileke, la philosophie juive. Parce que dans cette philosophie, le temps, en réalité, n'existe pas. Le temps, c'est une subdivision de la conscience humaine. Et c'est très facile à démontrer. Si nous pensons au temps comme étant un changement de jour et de nuit et des années, c'est simplement en raison de la rotation de la Terre. Donc, imaginez un instant que la Terre ne tournait pas sur elle-même ou bien autour du Soleil. Qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un temps zéro. On aurait un temps zéro. Bien sûr. Ou bien, imaginez que l'on sorte du globe terrestre et on se mette un peu à côté. On ne va plus avoir le même temps que celui qui est sur l'espace terrestre. Bien sûr que non. Donc, du coup, on se rend compte que la notion du temps est relative. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le roman part du fait que le temps, n'est-ce pas, est éternel. Et par conséquent, je ne le situe pas au 7e siècle. Je le situe à un temps qui est zéro et qui ne bouge pas, par conséquent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le héros peut se déplacer d'un lieu à l'autre, d'un espace à l'autre et d'un temps à l'autre sans problème. On se rend compte, en parcourant ce livre que j'ai juste parcouru, que l'histoire se déroule dans votre ville. Je ne dirais pas village, car c'est un abus de l'appeler le village. Tchang est une grande ville. La ville, je pense, que je me trompe pas en disant que c'est l'une des villes au Cameroun qui a été colonisée par 3 grandes puissances. L'Allemagne d'abord,
le Royaume-Uni et ensuite la France. Donc c'est une ville universitaire également, très riche, très dense. Alors l'histoire se déroule dans votre village. La bonne charité commence par soi-même. Il fallait donc commencer par votre village. Je ne vais pas vous demander pourquoi Tchang. Voilà, pourquoi Tchang? Parce que vous savez, Tchang a été la capitale de la région de l'Ouest pendant l'époque coloniale allemande. En effet. Et non seulement Tchang a été la capitale, Tchang a eu de très grandes infrastructures à l'époque. Oui. Le centre climatique, l'aéroport, oui. Le pont du plaisir. Oui. Voilà, c'était là des attractions. Quand j'étais tout petit, à l'école primaire, on sortait chaque fois à 10 h pour aller voir les avions atterrir et décoller. C'était une époque d'or. Aujourd'hui, quand je pense à Tchang, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en 37 ans? Qu'est-ce qui n'a pas... En 37 ans? Oui, parce que, bien sûr, parce que c'est jusqu'en 82. Jusqu'en 82, on vivait ça. N'est-ce pas? On allait voir les avions descendre et remonter. Et puis, il y avait le centre climatique qui recevait les touristes de toutes les régions du monde. Le trafic aérien interne à Tchang était vraiment florissant. Bon, donc, c'était là, pour moi, c'est une ville qui méritait, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, le centre de l'action de ces livres. Ben, lorsque l'administration fout le camp, l'associatif prend le relais. Et aujourd'hui, à Tchang, il y a le musée de la route construit par la route des Chefferies, cher à Sylvain et à Jean-Paul Mounet. Jean-Paul Mounet et Sylvain Zaché. Je suis allé visiter ce musée-là il y a 4 ans, quand j'avais fait d'ailleurs un reportage sur la chefferie forêt qui est à l'époque. Donc peut-être ces associations qui lèvent des fonds en Occident referont de Tchang cette ville que vous êtes en train de décrire là. Oui, c'était une ville extraordinaire. J'ai aussi découvert à Tchang, votre ville, que Sa Majesté Ndjoumessi Mathias Ier fut un grand homme. Il créa une écriture et des écoles que les Allemands acceptèrent. Mais dès l'arrivée du colon français, non, plus de ce genre d'école, ceux qui allaient être châtiés. Exact. C'était un visionnaire. Il avait créé des écoles. Et puis lui-même rêvait de faire de ces écoles, n'est-ce pas, de très grandes institutions. Je ne pense même pas qu'il ait envoyé ses enfants à l'étranger. Je crois que c'est l'un des rares rois à l'Ouest qui, à l'époque coloniale française, refusait d'envoyer ses enfants en France parce qu'il se disait que l'école qu'il avait fondée avait de l'avenir. Oui. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle la France avait interdit ces écoles-là. Voilà. Il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Ouais. Restez scotchés sur JMTV+. Nous allons aborder, chers téléspectateurs, la partie qui concerne le génocide bamileke et l'Holocauste. Par quoi commencer? Car les deux eurent lieu presque au même moment. L'Holocauste en Occident, c'était les années 40. C'était les années 40. Et le génocide bamileke eut lieu à la fin des années 40, années 50, et un peu au début des années 60. C'est ça. C'est quand même fou que deux peuples qui se ressemblent aient un destin tragique commun, non? C'est exceptionnel. D'où la raison, et c'est ça, n'est-ce pas, la raison pour laquelle j'ai reconstruit cette histoire entre Natima et Mongwachon, qui sont finalement deux amoureux et qui sont différents d'abord par leur race, par leur couleur de peau, couleur de peau, mais qui retrouvent leur juiveté commune lors d'une rencontre au cours de laquelle le génocide se produit. Donc le génocide est devenu comme le point de rencontre des deux. Des deux. Oui. La souffrance. La souffrance. On va relativiser la chose, a créé l'amour entre deux personnes, mais bon, la souffrance est plus importante que leur amour. Oui, la souffrance a créé la rencontre. La rencontre. La souffrance a créé la rencontre. Oui. Maintenant, la rencontre s'est transformée en amour. En amour. Et l'amour a permis de découvrir qu'en réalité, ils partageaient la même culture et la même histoire, qui est l'histoire de la juiveté commune. Donc, comme je dis, les deux vont découvrir finalement que le génocide bamileke
était le prolongement de l'Holocauste. De l'Holocauste. C'est ça. L'Holocauste qui a fait des millions de morts, on a pu compter. Le génocide bamileki, jusqu'à aujourd'hui, la France refuse d'ouvrir les archives. Donc, chers téléspectateurs, nous ne savons pas toujours combien de bamileki ont été tués. Je ne vais pas me cacher, je suis bamileki. Voilà, il faut le dire, hein, à un moment où il ne fait pas très beau revendiquer son bamilékéisme au Cameroun. Je suis bamileki, voilà. Tout simplement. Et j'en profite, vous me permettez, c'est votre émission, mais j'en profite pour saluer la clairvoyance qui commence peut-être à gagner certaines personnes. J'ai un ami bamileki qui arrive au Cameroun aujourd'hui. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, il n'a pas été fouillé à l'aéroport comme un vulgaire bandit. Il est passé tranquille, il est chez sa mère en ce moment. Donc, que la raison revienne dans ces pays où les bamileki ont payé lourd tribut pour la libération du pays et continuent aujourd'hui de payer. Alors, Maurice Nguépé, avez-vous jamais essayé de comprendre le pourquoi de l'Holocauste et le pourquoi du génocide bamileki? Bon, le pourquoi de l'Holocauste. Je pense que l'Holocauste est le résultat d'une folie humaine. Parce que pour en arriver à exterminer tout un groupe, 6 millions de personnes, oui, il faut que quelque part on ait perdu son humanité. Donc, en réalité, c'est un crime contre l'humanité. Rien ne peut expliquer cela. Parce que même en Allemagne, je ne crois pas que tous les Allemands étaient au courant de ce qui se passait. N'est-ce pas? On prenait les gens, les Juifs, la nuit, ou bien à des moments où personne ne le sait, et puis on les conduisait directement dans des trains, on les mettait dans les trains, on les conduisait ailleurs. Donc, ce qui fait que quelque part, même les Allemands n'étaient pas toujours au courant. C'était pas que les Allemands, c'était pas que les Allemands, en France aussi, hein. Bref, c'était toute l'Europe. Voilà, dans tous les territoires annexés par l'Allemagne à l'époque, oui, parce que ce n'était pas qu'en France. Quand l'Allemagne annexait un pays, il faisait l'extraction des Juifs et puis les mettait dans les champs de concentration. Donc, ça, c'était souvent à l'insu de tout le monde. Donc, il faut arriver à perdre son humanité pour pouvoir le faire. Oui. Ce fou, je vais l'appeler ainsi, je ne pense pas qu'il y ait un seul Allemand qui oserait me dire, oh, mais disons, pourquoi as-tu appelé Hitler un fou? Aujourd'hui, on ne comprend pas, peut-être. Moi, je ne comprends pas. Peut-être vous qui avez fait des études très poussées sur le sujet en Allemagne. Je rappelle que vous êtes, comment vous appelez ça? Germaniste. Germaniste. Ça veut dire que vous avez étudié la littérature germanique, donc allemande. Vous y connaissez certainement mieux que moi. J'ai beaucoup de choses à apprendre de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu comprendre comment Adolf Hitler est arrivé à une telle folie? Quelles étaient ses motivations pour, à ce point-là, malmener le peuple juif? Bon, je pense que ses motivations étaient d'abord la promotion de ce qu'on a appelé le sang allemand. Hein? Le sang allemand. Oui, c'est-à-dire que depuis l'histoire allemande, les Allemands étaient très attachés à ce qu'ils considéraient comme, n'est-ce pas, l'essentiel de la race allemande, la race aryenne. Oui. Que ce soit au Premier Reich, au Deuxième Reich, dans le Premier Empire, Deuxième Empire, parce que Hitler est le représentant du Troisième Empire. Le Deuxième Empire ayant été celui de Bismarck. Bismarck, oui. Voilà, Bismarck était l'empereur du Deuxième Empire. Donc, à chacun de ces trois empires, les Allemands aimaient, n'est-ce pas, aimaient mettre en exergue, n'est-ce pas, la germanité. Donc, le caractère pur allemand. Et cela était tellement ancré dans l'esprit, dans la littérature aussi, que on trouvait que toute personne qui n'était pas allemand pur était vue comme, n'est-ce pas, ne faisant pas partie, voilà, ne faisant pas partie de la race aryenne, et était vraiment sous la menace d'extermination. Il se dit qu'il était reproché aux Juifs ce que quelqu'un que je n'aime pas trop citer, mais je suis obligé de le citer, ce que Maître Momo décrivait. Il leur était reproché une certaine arrogance ou bien de posséder, la possession des biens, des richesses. Bon, même si l'on possède des biens, cela ne signifie pas nécessairement arrogance. Parce que, je laisse ce mot à Jean de Dieu Momo. Pas sont pas les miens. Moi, je ne considère pas que les Juifs étaient arrogants. Vous pouvez même aujourd'hui observer le comportement des Juifs partout dans le monde.
regardez au Canada, en France, aux États-Unis, en Allemagne, partout, observez le comportement des Juifs. Ce sont des gens très, très discrets. Et travailleurs. Et travailleurs. Pas de prosélytisme. Non. Ils ne font pas, ils ne sont pas très extravertis. Ils sont presque introvertis. Mais pourtant, ils ont une force économique incroyable. Incommensurable, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas parler d'arrogance ici. Je crois que si la possession de la richesse est un signe d'arrogance, je crois que c'est mal lire la réalité. Je peux témoigner de ceci car j'ai un certain moment appartenu à une association juive France-Israël qui est dirigée par Maître William Golnadel. J'ai donc été membre, j'ai côtoyé la communauté, j'ai été avec, mangé avec et tout. J'ai écrit mes premiers articles publiés dans un journal. C'était dans Rhône-Alpes Échange Israël, un journal juif basé à Lyon, dirigé à l'époque par mon ami Émile Azoulay. Jamais dans ce milieu, je n'ai entendu une voix qui dépassait, qui était plus forte que l'autre. Alors, où est-ce qu'on trouve l'arrogance? Est-ce que ce n'était pas tout simplement de la jalousie en voyant un peuple qui travaillait et qui réussissait? Bien sûr, on peut le dire. Hein. On peut dire que Hitler, étant obnubilé par l'idée de la puissance de l'allemand arien, de l'arien pur, et voyant en même temps un peuple juif, n'est-ce pas, investir tous les domaines de la science, de la technologie, de la philosophie, il devait normalement, nécessairement se demander, mais qu'est-ce qui arrive? Donc, y a-t-il un peuple qui peut dépasser la race aryenne? Je crois que c'était ça le problème de Hitler. Parce qu'il faut le dire, les Juifs étaient dans tous les secteurs. En philosophie, c'était eux. En littérature, en mathématiques, en biologie, en sciences, en physique. Mais sans arrogance. Sans arrogance, c'était le juste le travail. Je vous dis, je vous assure, les Juifs sont tellement sociables qu'on ne peut pas véritablement parler d'arrogance, non. Et je pense que Hitler avait dû être surpris par la montée en puissance de ce groupe ethnique, n'est-ce pas, qui étaient les Juifs en Allemagne, et a donc décidé de les exterminer pour garder afin que la race aryenne reste la plus forte sur la terre, comme il pensait. Suprémaciste, quoi. Voilà, c'était ça, c'était un suprémaciste. Maintenant, nous avons essayé de comprendre le pourquoi l'Holocauste est arrivé. Nous ne sommes pas certains d'avoir compris, nous n'avons pas la science infuse, n'est-ce pas? Essayons maintenant de comprendre le pourquoi du génocide bamileke. Avez-vous un peu travaillé là-dessus? Je suppose que dans ce livre, vous faites allusion de manière romancée, mais je suis certain que vous avez un peu travaillé sur l'affaire. Dites-moi votre point de vue. Disons que, d'abord, au départ, le plan du génocide n'était pas élaboré. Les Bamileke avaient choisi de s'allier à l'UPC. L'UPC qui était le parti de Ruben Oumniobé. L'UPC, Union des populations du Cameroun, qui était dirigé par Ruben Oumniobé Bassa. Voilà. Et les Bamileke avaient adhéré en masse à ce parti-là, c'est ce peuple qu'on traite de tribaliste aujourd'hui. Voilà, non. Bon, ça c'est une parenthèse, n'est-ce pas? Disons plutôt que, donc, en 1919, l'Allemagne perd la première guerre. En 1918, l'Allemagne perd la première guerre mondiale. Et puis les puissances victorieuses décident, n'est-ce pas, de lui retirer toutes ces colonies qui étaient la Namibie, le Cameroun et le Togo. Voilà. Alors le Cameroun se voit ainsi remis à la Société des Nations, SDN. L'ancêtre de l'ONU, qui plus tard transférera à l'ONU quand l'ONU sera créée en 1945. Ce qui veut dire que le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Ni anglaise. Le Cameroun a toujours été une colonie allemande. Non, une colonie allemande placée sous tutelle de l'ONU. Alors voilà le fondement juridique à partir duquel Ruben Oumniobé décide avec ses camarades de parti d'aller à l'ONU défendre l'indépendance. En octobre 1948. Voilà, en 1948, défendre l'indépendance du Cameroun. Et donc de dire à l'ONU que vous êtes l'institution de tutelle du Cameroun et nous attendons de vous que vous nous accordiez notre indépendance. Et voilà, l'ONU accepte et commence, n'est-ce pas, le travail et demande à la France, n'est-ce pas, de former les Camerounais à la gestion du futur État indépendant. Mais sauf que à son retour, n'est-ce pas,
la France qui était donc présente, n'est-ce pas, ne va pas sûrement voir cela d'un bon œil. Il va former d'autres personnes, hein, en l'occurrence Amadou Ahidjo et autres. Avant Amadou Ahidjo, André-Marie Mbida. Avant lui, André-Marie Mbida, n'est-ce pas? Et puis, ceux-ci vont, n'est-ce pas, décider de dissoudre l'UPC. Et l'UPC, donc, est obligé d'évoluer dans la clandestinité. Et c'est dans la clandestinité, maintenant, que naît la guerre civile. Donc, le plan du génocide n'était pas programmé. Donc, il se trouve maintenant que les Bamileke étant très nombreux, en fait, dans l'UPC, le plan de lutte contre les indépendantistes va se transformer en génocide. Il faut bien recadrer les choses chez les téléspectateurs. J'entends beaucoup de Camerounais dire les maquisards. Non. En France, on les appelle les résistants, oui, ou les indépendantistes. Mais au Cameroun, la France a choisi de les appeler les maquisards, ce qui est péjoratif. Donc, ce n'était pas les maquisards, c'était des indépendantistes. Exact. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, exact. Bien. Donc, ce n'était pas planifié, mais c'est arrivé. C'est arrivé. On ne peut pas dire que cela a été un hasard à un certain moment, dans la mesure où les nationalistes camerounais, surtout Bamileke, je tiens à dire surtout Bamileke, que ceux qui veulent me contredire apportent leurs preuves, étaient nuitamment enlevés, enfermés dans une prison dans le Bamboutos, à Bouddha, et dans la nuit, l'armée française les précipitait dans les chutes de l'Amitié. Exact. D'ailleurs, j'ai reçu sur JMTV+, Louise Emeka Fossi, que nous saluons, qui est à Bafoussam, qui a écrit un livre il y a un peu plus d'1 an, les profondes blessures d'une chute. Louise Emeka Fossi est la fille du résistant, représentant de l'UPC à Bafoussam, Fossi Jacob, qui entraîna dans les chutes de l'Amitié avec lui le gendarme Outard, André Outard, gendarme français, qui précipitait les nationalistes dans les chutes de l'Amitié. On est d'accord là-dessus jusque-là. Oui. Donc on ne peut pas à un certain moment dire que ce fut le hasard, le génocide Bamileke, ce fut planifié. On précipitait dans les chutes les nationalistes. Est-ce que ce n'est pas planifié ça? Oui, je dis, au départ c'était la lutte d'indépendance. Mais on a profité de la lutte d'indépendance, n'est-ce pas, pour régler un problème qui avait été identifié par Lamberton, qui disait le Cameroun, n'est-ce pas, entrera ou entre dans l'indépendance avec une chaussure avec un caillou dans sa chaussure. Là, nous sommes dans les années 60, parce que le génocide va durer une dizaine d'années. Oui, quand même. Jusqu'à de 58 à 72, à 71. Même pas avant 58. Hein, voilà. Parce que Fossi Jacob, ça fut plutôt du 57. On va profiter de la guerre d'indépendance pour régler cette question-là, pour régler un problème qui va devenir, et en le réglant, il devient un génocide. Le problème c'est quoi? Le problème, c'est le problème Bamileke. Le problème Bamileke. Parce qu'il existe, il est réel. Il est réel, il existe encore. Hein. Je le dis ici, d'ailleurs, feu le procureur près la Cour suprême, Jean-Louis Gabriel, décédé mercredi 21 novembre 2018, malheureusement, à la salle Pétrière à Paris, m'avait accordé une interview l'année dernière dans laquelle il me disait, vous pouvez la retrouver cette interview sur JMTV+, il me disait qu'il n'a jamais été président de la Cour suprême au Cameroun parce qu'identifié comme étant Bamileke, on est passé sur sa tête prendre Alexis Dipandamolé nommé à sa place. Et on l'a envoyé à la retraite anticipée sans l'en informer en 1994 et on n'a jamais payé un seul centime de sa solde jusqu'à son décès 24 ans plus tard. Donc le problème Bamileke, d'ailleurs, je ne vous apprends rien. Non. Je ne vous apprends rien là-dessus. Il existe. Donc, il est réel. Le problème aujourd'hui, ce génocide a été perpétré par une grande nation, elle est identifiée aussi. La France. La France. Oui. Bon, très bien. Je vais encore le dire ici avant qu'on ne me tire dessus, je suis citoyen français. Et comme au Cameroun, seuls les footballeurs et les politiciens ont droit à la double nationalité, j'en ai pas. Donc je suis franco-bamileke. C'est la France, c'est donc mon pays, je ne sais pas si c'est mon pays ou mon deuxième pays, je suis un peu perdu, qui a perpétré ce génocide-là. Il y a de cela 12 ans environ, 2007, Ségolène Royal, alors candidate aux élections présidentielles, avait peut-être promis, je tiens ce propos d'un ami commun à vous et à moi, qu'elle ferait ouvrir les archives pour que les Bamileke fassent enfin leur deuil, car les Bamileke n'ont jamais fait leur deuil. Ils ne savent même pas combien de personnes a été tuées.
Avez-vous des informations là-dessus? Est-ce qu'on a... Bon, elle n'a pas été présidente, ça a été Nicolas Sarkozy, plus tard François Hollande, son compagnon, et aujourd'hui Emmanuel Macron. Hollande a déclaré au Cameroun reconnaître qu'il y avait eu des exactions. Oui. Avez-vous pu avoir accès à la moindre archive sur ce génocide Bamileke? Non, c'est pas encore possible. Avez-vous essayé? Bien entendu. Mais je n'ai pas pu avoir accès à ces documents. Non, c'est pas encore déclassifié. Bien, ça reste au niveau des promesses. Ça reste au niveau des promesses. Ouais. Connaissez-vous Constantin Melnik? Oui, c'est un juif. Je ne sais pas s'il était juif, mais je sais qu'il faisait partie de la DGS, bref, le service de sécurité du territoire français. Il était directeur. Constantin Melnik écrit dans son livre intitulé « La mort était leur mission ». Ce livre est consacré à deux nations, l'Algérie jusqu'à la page 172, et à partir de la page 173, c'est le Cameroun, les Bamileke. Il écrit dans son livre que l'armée française avait été rapatriée d'Indochine, la guerre d'Indochine qu'elle avait perdue. On avait séparé, scindé en deux, on avait une partie en Algérie, l'autre partie au Cameroun, et que cette armée utilisait le napalm. L'arme de destruction massive qu'on accusait Saddam Hussein de posséder, c'est cette arme que l'armée française utilisait pour effacer de la carte du monde certains villages Bamileke. Avez-vous connaissance de cela, Maurice Guépé? Oui, bien sûr, dans mes lectures diverses, dans mes enquêtes personnelles, j'ai eu vent de l'existence de ce produit chimique. Et je pense que certains chercheurs ont même trouvé des traces, n'est-ce pas, de napalm dans la région de l'Ouest. Oui, c'était vraiment, véritablement utilisé. Oui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Aujourd'hui, j'ai lu il y a une semaine la Turquie, qui, en réponse à la France, qui a institué un jour de commémoration du génocide arménien, la Turquie lui demandait de s'occuper de ses affaires et d'aller reconnaître ce qu'elle a commis au Cameroun et en Algérie. Exact. Est-ce que cela vous fait mal de constater cette hypocrisie de mon pays, la France, dans ses affaires de génocide, reconnaître celui de l'Arménie qu'elle n'a pas perpétré et ne jamais vouloir ouvrir, ne serait-ce qu'ouvrir les archives sur le génocide bamileke et algérien perpétré par son armée? Bien sûr, je pense que la France devra changer sa politique africaine. Et je pense que la non-reconnaissance du génocide bamileke par la France, n'est-ce pas, rentre dans sa politique de la France-Afrique. Parce que lorsque la France sera véritablement ouverte, n'est-ce pas, à libérer l'Afrique de toutes ces chaînes france-africaines, de tout son soutien aux dictatures, alors je pense que viendra le moment de reconnaître ce génocide. Il y a une hypocrisie réelle et il faut que l'on sorte de là parce que ça fait quand même plus de 100 ans. Une hypocrisie des Français, bien sûr. Ça fait 100 ans que la France est au Cameroun. 100 ans exactement. Ah oui, 2019, oui, ça fait 100 ans. 19, normalement, on commémorait aujourd'hui le centenaire de la présence française au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais ça c'est une occasion. Quelqu'un l'a commémoré au Cameroun? Non, je dis qu'on devrait la commémorer. On devrait le commémorer, c'est ce centenaire-là. C'est peut-être un appel, il faut que les Français ouvrent l'œil, là. Ça fait 100 ans. 100 ans, c'est largement suffisant quand même pour nous libérer. J'ai été le spectateur du Bœuf politique spécial aujourd'hui consacré à ces livres. Voici pourquoi nous sommes à terre, que je vous invite à commander sur Amazon, très riche, très riche. Vous y apprendrez des choses de manière romancée, bonnement écrite par Maurice Guépé, anthropologue. Et sincèrement, je vous félicite pour ce livre. Merci. Et souhaite que vous continuiez. N'arrêtez pas, écrivez d'autres. Bien sûr. Dans le même esprit. Exact. Vous en avez plein la boîte pour écrire. Oui, c'est ça. Bon, voilà, ce serait formidable. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, sans jamais renier ma nationalité française et mes origines bamileke, pour ceux qui vont me tirer dessus, allez-y, n'hésitez pas. Mais je pense que mon pays, la France, devrait ouvrir ses archives pour qu'on constate ce que mon peuple bamileke a subi, car je ne peux pas m'empêcher d'être bamileke, je ne peux pas m'empêcher d'être français. L'appartenance à une nation commence par la culture, et à la base de la culture, il y a la langue. Je m'exprimerai toujours en français, donc
même sans la reconnaissance administrative, je suis français. Merci. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.